Bonjour tout le monde, bienvenue à Option Région. Cette semaine à Option Région, la dernière partie de l'entrevue avec Julia Posca sur son livre « Le Manifeste des parvenus ». On parle également en actualité de l'Année internationale des langues autochtones. On fait le point sur le cannabis et on parle des communautés bleues. Il y a de plus en plus d'auteurs qui disent qu'on est à la fin du système capitaliste, là, comme on dit, qui a même passé tout droit dans certains cas. Est-ce que tu penses que c'est vrai qu'on est à la fin du système capitaliste? Je pense pas qu'on va voir la fin du système capitaliste de sitôt, mais une chose qu'on constate évidemment, c'est qu'il y a une remise en question de ces inégalités croissantes, de ces injustices qui sont vécues, du manque flagrant de démocratie des régimes actuels. Donc, il y a une contestation maintenant. Il faudra voir où tout ça nous mène. Mais en ce moment, je pense pas qu'on peut parler d'une remise en question du système capitaliste en tant que tel, mais certainement, il devra y avoir des ajustements parce que sinon, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait, disons, à ce que la paix, la relative paix sociale qu'on connaît du moins dans des endroits comme le Québec ou le Canada, tôt ou tard, elle risque d'être menacée si les inégalités continuent de croître. Puis on le voit justement avec des mouvements comme, actuellement en France, les Gilets jaunes, mais après la crise de 2008, c'était Occupy Wall Street aux États-Unis. Ça a été le mouvement des indignés en Espagne, puis à différents endroits en Europe. Il y a un ras-le-bol de la population, certainement, à voir que les conditions de vie d'une majorité ne s'améliorent pas pendant que des gens, une petite minorité, accaparent toujours une plus grande partie de la richesse. Donc, il faudra voir c'est quoi la réponse politique qui s'organise à cette situation-là, mais on ne peut pas penser que ça peut durer éternellement, disons. Okay. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants ou même des multimillionnaires ou milliardaires comme Donald Trump disent qu'ils parlent au nom du peuple. Les partis de gauche disent qu'ils parlent au nom du peuple. Comment est-ce qu'on fait pour se démêler là-dedans? Là? Tout le monde, à gauche ou à droite, là, se dit porte-parole du peuple et tout le monde veut aider le peuple. Comment est-ce qu'on fait pour se démêler là-dedans? Je pense qu'il y a effectivement une nouvelle élite, si on veut, qui a émergé, et qui donc se revendique comme meilleure représentante du peuple. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, Donald Trump, c'est un millionnaire. Il a des intérêts, lui aussi, bien particuliers. Et donc, on va voir assez rapidement que ces gens-là, leur intérêt, c'était surtout de profiter de la crise de légitimité de ce qu'on a appelé les élites libérales, qui sont au pouvoir depuis une trentaine d'années, pour se hisser au pouvoir. Mais je pense qu'il ne fait pas de doute là, que là, on a remplacé une élite par une autre, mais est-ce que ça va profiter à la majorité? J'en doute. Puis donc, c'est là aussi que je reviens à cette idée qu'il il y a un problème aussi qui n'est pas juste économique, mais qui est politique et une crise finalement de nos démocraties. Le fait que nos dirigeants, que le simple citoyen ait très peu d'endroits pour exercer son pouvoir, ça fait en sorte que le pouvoir est toujours monopolisé finalement par une minorité. Et donc, mais je pense que ça, les gens sont pas dupes, mais bon, ils se tournent vers les options qui existent. Puis bon, c'est vrai que les options ne sont pas toujours peut-être intéressantes ou en tout cas à la hauteur de leurs attentes. Là. En terminant, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses là, du cynisme dans lequel on est présentement? Il y a une espèce de cynisme par rapport au monde politique et au monde économique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer ce cynisme-là? Est-ce que tu as des pistes de solutions pour diminuer le cynisme puis retrouver une certaine confiance en l'avenir? Je pense que ce cynisme, il découle du fait que justement, on a une élite qui dit vouloir le
pour la majorité, mais qui finalement gouverne pour une minorité. Et donc, il va falloir que les finalement, c'est-à-dire au niveau de la politique partisane, il faut que les partis politiques reviennent à la source et dire pour qui on gouverne, si on gouverne pour la population, il faut aussi qu'on adopte des politiques qui favorisent le plus grand nombre. Mais le cynisme, il se combat aussi par l'engagement politique, à essayer de changer l'état des choses. Puis ça, c'est aussi un rappel qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et l'état actuel de la société québécoise, notamment, il est le fruit de décisions politiques, et donc on a toujours le pouvoir de changer les choses. Et on a d'autant plus le pouvoir quand on travaille ensemble et qu'on s'allie pour défendre un autre modèle de société. Donc, je pense que c'est sûr que le Québec, c'est quand même une société riche où c'est plus facile d'essayer de chercher des solutions individuelles à ces problèmes, parce qu'on vit quand même pas si mal que ça, mais il faut peut-être se rappeler que les grands changements de société, ils se sont faits quand on s'est mis ensemble, puis qu'on a travaillé pour plus de justice, plus d'égalité. Et ça va pas changer malgré quoi qu'on en dise. Ouais. Julia, je suis parfaitement d'accord avec toi. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit, puis surtout quand on est ensemble, on multiplie ce pouvoir-là. C'est une conclusion bien positive, comme on dit. Je te remercie beaucoup pour l'entrevue. En actualité, cette semaine, on parle de l'Année internationale des langues autochtones. L'année 2019 a été décrétée par l'ONU comme étant l'Année internationale des langues autochtones. On a évalué qu'il y avait à peu près 7600 langues autochtones différentes dans le monde, et on dit que de ce nombre, il y en aurait 2300 qui sont soit menacées de disparaître ou soit vulnérables. Chacune de ces langues qui existent représente un patrimoine pour l'humanité, parce qu'une langue, ce n'est pas seulement une façon de communiquer, c'est aussi une façon de vivre, une façon de penser, une façon de décrire les paysages et d'expliquer le monde dans lequel on vit. Ainsi, dans des langues autochtones comme l'Abénaki ou le montagnais, il n'existe pas de masculin ou de féminin, il n'existe pas non plus de singulier et de pluriel. C'est que la langue est basée sur le principe qu'il y a tout ce qui est animé, ça veut dire qui vit, qui est vivant, par exemple les hommes, les bêtes, les arbres, etc. Et aussi tout ce qui est inanimé, comme les roches, le sable. C'est à partir de ça qu'on conçoit des phrases, c'est à partir de ça qu'on conçoit leur humanité, très différente de nous autres. De plus, dans chacune des langues, il y a toujours des mots qui sont uniques et pour lesquels il n'y a pas de traduction qui peut se faire. Ce sont les langues également qui expriment la plus grande diversité des cultures, et elles sont comme des espèces différentes qu'on doit protéger un peu. Par exemple, comme on dit, c'est important de protéger les essences de toutes sortes, là, que ce soit les animaux, les fleurs, etc., qu'on garde une diversité. Bien, la culture, c'est ce qui est le plus important pour les humains. En plus, reconnaître l'importance des langues, c'est reconnaître aussi l'importance des différents territoires. C'est de reconnaître la spécificité de chacun des territoires. Puis les langues, bien, il faut se rappeler qu'elles sont très fragiles, qu'une langue, ça peut disparaître très rapidement. Et à cet effet, je vous rappellerai que lors de la Révolution française en 1789 en France, eh bien, entre autres, là, c'est que la majorité des gens ne parlaient pas français. La majorité des Français, entre guillemets, ne parlaient pas français. Il y avait toutes sortes de langues régionales qui existaient. Puis il y avait toute une variété extrêmement importante de langues. On dit qu'il y avait une trentaine de langues lors de la Révolution française. Parmi les langues qui existaient, il y avait le breton, le normand, le picard, le wallon, le flamand, le champenois, le bourguignon,
bourguignon, ce n'est pas juste le bœuf bourguignon. Là. Il y a le lyonnais, le dauphinois, c'est pas juste des patates aussi. Il y avait aussi le limousin, le provençal, le catalan et le basque. Toutes ces langues étaient parlées dans chacune des régions s'y rattachant, comme le provençal en Provence. Et si au début de la Révolution française, les révolutionnaires ont accepté d'avoir plusieurs langues, d'une part, il n'y avait pas le choix parce que s'ils n'avaient pas pris la langue des gens, ils n'auraient pas été capables de communiquer avec eux. Mais on s'est aperçu que ça n'a pas duré tellement longtemps. Puis à un certain moment donné, pour toutes sortes de raisons, dont le fait que ça coûtait cher, toutes les traductions dans différentes langues, bien, on en est venu à abolir ces langues-là. On a obligé le français à l'école, on a obligé le français dans l'écrit. Seul le français était devenu la langue officielle. Et finalement, c'est que la plupart de ces langues-là sont disparues ou quasi disparues. Qu'est-ce qui reste de ces langues? Bien peu de choses. En gros, ce qui reste, c'est le nom de chacune des régions dans lesquelles il y avait une langue. Et on pourrait donner par exemple, comme en Champagne, c'était le champenois. Et en Normandie, c'était le normand. À part de ça, c'est à peu près tout disparu. Oui, ça disparaît rapidement, une langue, puis on pourrait donner toutes sortes d'exemples. On voit qu'après une ou deux générations, les gens perdent leur langue. Si en Louisiane, on a déjà parlé français, si vous allez à la Nouvelle-Orléans, vous allez voir que tout ce qui reste de français, c'est le nom des rues. Il y a à peu près personne qui parle français. Puis si vous voyez une personne qui parle français, habituellement, c'est un touriste. Si on revient à la question des langues autochtones, il y a déjà des langues qui sont disparues au Canada. Il y en existe encore 60 aujourd'hui, mais il y en a qui sont très fragiles. Entre autres, il y en a une qui s'appelle le Kootenai, qui n'est plus parlé que par 170 personnes. Fragile. Et je pense sincèrement qu'on a une responsabilité collective dans la sauvegarde des différentes langues. Je pense que les démontrer, c'est d'abord de montrer qu'il n'y a pas juste l'argent qui est important dans la vie. Et c'est aussi assurer à nos descendants et à nos descendantes une pluralité de façons de voir et de comprendre la réalité. On parle maintenant de cannabis. Bon, au Canada, depuis le 17 octobre dernier, le cannabis est légal. Bon, est-ce que ça va régler tous les problèmes? Bien sûr que non. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes avec la légalisation? Bien sûr. Bon. Mais sincèrement, je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Bon. Ça va entre autres démystifier le fait que certains disaient que si tu fumes un joint, tu vas te piquer pas longtemps après, puis que finalement, que les démagogues qui ont raconté à peu près n'importe quoi par rapport à ça, bien, on s'aperçoit que non, puis même les études démontrent que 95 % des gens qui ont fumé un joint ne feront pas d'autre chose que fumer un joint dans la vie. Il y avait aussi ceux-là qui disaient que le fait de légaliser, que là, tout le monde allait se mettre à fumer du pot, puis que là, ce serait l'enfer, le monde allait fumer du pot de sa job, etc., à l'école. Bon, finalement, ce qu'on a vu dernièrement, la dernière enquête qui vient de sortir, c'est que suite à 6 mois après la légalisation, il n'y a pas plus de monde qui fume qu'avant. Ça veut dire que ceux qui fumaient avant continuent de fumer, puis ceux qui ne fumaient pas, ils continuent de ne pas fumer. Mais ça ne veut pas dire que le pot, le cannabis, c'est sans danger. Bon, si fumer un joint dans une soirée, dans un party, il n'y a pas de problème avec ça. Surtout si on est plus âgé, on a plus que 21 ans, il n'y a pas de problème. Mais si on est plus jeune, si on est adolescent, il est démontré que ça peut développer des problèmes psychotiques du genre la schizophrénie. Et ça, c'est pas rien, c'est que quand tu embarques là-dedans, tu es pogné avec ça pour la vie. Ça veut dire ça que ça ne presse pas d'essayer ça. Vous allez avoir le temps, surtout que les jeunes d'aujourd'hui, leur espérance de vie va être plus longue. Attendez un peu, gardez-vous du plaisir pour plus tard. Bon. Puis pourquoi est-ce que les gens y fument, justement? C'est parce que ça procure un certain plaisir. Pas pour tout le monde, il y en a que ça les bouleverse, là, puis ils se sentent mal à l'intérieur d'eux autres, mais il y en a quand même une bonne partie qui éprouve un certain plaisir. Parce que si ça faisait juste vomir, le fait de fumer un joint de pot, il n'y a personne qui en fumerait. Parce qu'il y a un certain plaisir d'associer à ça pour certaines gens, et d'autres pas. Aussi, c'est que si vous êtes obligé de fumer chaque jour, bien là, vous avez un problème de dépendance. Et la dépendance, quelle qu'elle soit, c'est pas bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait... c'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Il y en a aussi qui vont dire que ce soit légal ou pas, bien, c'est une drogue. Ça fait que là, donc, ça reste pas bon. Bien, là aussi, il faut relativiser. Parce que des drogues, là, il y en a d'autres qui sont légales. Si on prend, par exemple, les cigarettes, ça fait longtemps que c'est légal, puis ça a causé bien des dommages aussi. Là. Fort heureusement, il y a moins de monde qui fume aujourd'hui. Mais il y a aussi l'alcool, puis il y a aussi les médicaments qui sont des drogues, eux autres aussi, et qui sont très légales, même prescrits par des médecins dans certains cas. Ça fait que là, ça veut dire que les drogues, là, il y a comme 2 poids, 2 mesures.
Et ce qu'on sait, d'après plusieurs enquêtes qui ont été faites, c'est que le cannabis est parmi les drogues qui a fait le moins de problèmes, entre guillemets, les coûts sociaux, etc. L'alcool produit beaucoup plus de dommages, on pourrait dire, que le pot. Bon, vous devez connaître probablement bien des gens qui ont des problèmes d'alcool, mais vous en connaissez probablement moins qui ont des problèmes de pot. Là. Ça veut dire qu'on peut voir là, que cette réalité-là, qu'il y a des drogues légales qui causent beaucoup plus de problèmes que d'autres qui étaient illégales qui en causaient moins. Pour ce qui est des médicaments, bien, on connaît tous du monde qui en prennent à la poignée, là, une poignée chaque jour, puis même plusieurs fois par jour dans certains cas. Puis en plus, c'est le type d'entreprise qui est le plus payant. Parmi les entreprises dans le monde, là, ce qui est le plus payant, c'est de fabriquer des armements, puis le deuxième, c'est les pilules. Par rapport aussi au coût, combien ça coûte, bien, on sait qu'entre autres, les médicaments, là, ça coûte 10 milliards de dollars par année. Et le pot, c'est à peu près 2 milliards par année. Ça fait que 5 fois plus d'argent de mis dans les médicaments que dans le pot. Je dirais que qu'est-ce qui est changé aujourd'hui par rapport à anciennement? Bien, aujourd'hui, il y a une partie du pot qui est vendue par le gouvernement. Et sincèrement, j'aime mieux que le cannabis soit géré par le gouvernement que par la mafia. Puis j'aime mieux aussi que l'argent qui puisse être fait soit fait pour le gouvernement, qui va permettre d'offrir certains services, parce que de toute façon, ça continuerait pareil, de toute façon. Est-ce que le système est parfait? Bien sûr que non. Puis on a vu des ratés là, récemment dans la production de cannabis. Puis je vais vous faire un certain nombre je vais énumérer un certain nombre de problèmes qui existent, puis aussi de solutions qui pourraient faire qu'on pourrait arriver à ce que j'appelle une légalisation du cannabis réussie. Dans les problèmes qui ont été identifiés, entre autres, on a pu voir qu'il y a des gens qui ont sans doute eu les informations avant les autres, parce que très rapidement, il y a des gens qui ont obtenu des permis. Ça veut dire qu'il y avait eu certainement de l'information qui leur a permis de travailler déjà là-dessus avant qu'on commence à parler de la légalisation. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les autres problèmes, c'est que les permis sont concentrés principalement en Ontario. C'est que la plus grande partie, à l'heure actuelle, des permis qui ont été donnés sont en Ontario. Ça veut dire ça que la production va se faire en Ontario, mais que les fumeurs, les gens vont fumer au Québec du pot de l'Ontario, vont faire de l'argent à ces entreprises-là, mais au Québec, comme il n'y a pas beaucoup d'entreprises, bien, ce n'est pas ici que l'argent va revenir. Il y a aussi le fait que c'est difficile d'obtenir des permis parce que le cahier de charge est extrêmement important. Ça prend beaucoup d'argent parce qu'on a mis toutes sortes de règles qui font que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas appliquer pour avoir un permis là-dedans. Dans le fond, ce que ça cause comme problème, c'est que s'il y a juste les riches qui peuvent obtenir des permis, bien, les riches vont être de plus en plus riches, puis les autres, bien, ils vont rester sur le carreau. Je pense qu'il faut qu'on corrige ça. Il y a une nouvelle ministre de la Santé qui s'appelle Mme Ginette Petitpas-Taylor qui s'apprête à revoir une partie de la réglementation par rapport à ça. Puis je pense qu'il devrait y avoir de plus en plus de petits permis qui seraient donnés à des petits producteurs parce que c'est mieux d'avoir une diversité dans la production. D'abord, là, c'est que ça empêche, s'il y a des grands problèmes dans une grande production, bien, à ce moment-là, on va manquer de production. Alors que la diversité des petits peut amener toutes sortes d'avantages du fait de la diversité et de la qualité. Puis aussi, dans les permis, en plus d'être distribués régionalement pour que ça fasse faire de l'argent un peu partout, on devrait réserver une certaine quantité de permis pour soit les coopératives ou soit les entreprises sans but lucratif pour faire en sorte qu'il n'y a pas juste les millionnaires qui fassent de l'argent, mais aussi des organismes sans but lucratif ou coopératives, qu'à ce moment-là, c'est qu'un des gros avantages, c'est que là, cet argent-là demeure collectif, puis en plus, c'est que ça l'empêche la mafia d'embarquer là-dedans, parce que la mafia ne prendra pas le contrôle des organismes sans but lucratif, ni des coopératives. D'autre part, je comprends que le pot, ce n'est pas un produit comme un autre, puis ça prend des critères pour avant de mettre ça sur le marché. Je comprends tout ça. C'est sûr que c'est très différent dans le passé. Dans le passé, quelqu'un s'achetait un sac de pot, il y avait des graines dedans, il prenait les plus grosses graines, mettait ça dans la terre, pas loin de chez eux ou dans un champ quelque part, il arrosait ça de temps en temps, puis à l'automne, il y avait un beau grand plant là, de 6 pieds et plus de hauteur, ça fait que ça coûtait pas cher, c'est pas compliqué. Mais là, aujourd'hui, on va fabriquer ça dans des espèces de laboratoires, il y a toutes sortes, là, ça prend toutes sortes de spécifications, il faut engager toutes sortes de monde, et finalement, ça va faire en sorte que le pot qui va être produit légalement risque de coûter plus cher que celui qui va être produit illégalement. Fait que ça va causer un problème. Puis en plus aussi, c'est que malgré le fait qu'on ait mis des critères, bien, présentement, là, c'est que le résultat n'est pas là. D'abord, il y a un problème d'approvisionnement.
Présentement, on le sait, c'est que les magasins de la Société québécoise de cannabis sont ouverts 3 jours par semaine parce qu'il manque de stock. Les tablettes sont vides. Puis en parlant de tablettes vides, il n'y a pas juste les tablettes qui sont vides, c'est que les pots en plastique dans lesquels ils vendent ça, ils sont presque vides parce que j'ai vu, tu rouvres le pot, puis il y en a à peu près 1/3 dans le fond, le reste, c'est vide. Moi, je pense que la Société québécoise du cannabis, il va falloir qu'elle fasse sa part aussi pour l'environnement. C'est quoi l'histoire de mettre un pot 3 fois plus gros qu'on a besoin? C'est de la gaspille, puis je pense que tout le monde, surtout en 2019, il faut que tout le monde fasse sa part pour l'environnement. Puis en plus, souvent, chez les fumeurs de potes, il y a beaucoup d'écolos, ça fait que je pense que ce serait bien vu et normal qu'on revoie les pots. On revoit aussi pour diminuer la quantité de ces pots-là qui vont finir soit à la poubelle ou soit à la récupération, mais récupérer quelque chose qu'on n'aurait pas besoin, on n'a pas besoin de ça. Il y a aussi des problèmes de qualité. Bon, dans un article du Journal de Québec d'une journaliste qui s'appelle Annabelle Blais, le 4 janvier 2019, on disait qu'elle avait consulté un spécialiste en la matière pour évaluer la qualité et des différents producteurs. Et entre autres, le spécialiste il disait qu'il y avait un producteur qui aurait eu 7 sur 10 en termes de qualité, un autre qui avait 5 sur 10, puis un autre qui avait 3 sur 10, puis 2 autres qui avaient 1 sur 10. Ça veut dire que là, on met des critères plaquettes, mais finalement, ces critères-là ne sont même pas respectés. Ça ne marche pas, là. J'ai l'impression que ces critères-là, ça a été fait par, je ne sais pas, des fonctionnaires qui ne connaissaient pas ça, ou en tout cas des bureaucrates. J'ai l'impression qu'on a bureaucratisé le système, mais qu'on va être loin d'arriver avec l'efficacité. C'est possible, l'efficacité, ça, dans la plantation. Là. Si je regarde, par exemple, les entreprises qui fabriquent des plants forestiers, bien, eux autres, ils ont entre autres 27 critères différents à respecter. 27, pas 2, 27 critères. Et si les critères ne sont pas respectés, soit qu'il est trop haut, trop grand, trop large, et il n'y a pas le bon PF, etc., à ce moment-là, soit que l'entreprise est obligée de jeter les plants ou elle a des pénalités extrêmement importantes. Il va falloir que dans le pot, ce soit ça aussi. Là. Puis peut-être aussi qu'on devrait favoriser les entreprises qui produisent déjà des plants forestiers parce qu'eux autres, ils ont la connaissance, ils ont les compétences. Pourquoi est-ce qu'on donnerait ça à du monde qui n'en ont jamais planté, qui ne savent pas comment faire pousser quelque chose? Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent qu'on doit te donner ça. On devrait donner ça à ceux qui sont les plus compétents, puis surtout ceux qui peuvent redistribuer cet argent-là par le biais d'un OSBL ou d'une coopérative. En conclusion sur le cannabis, j'ai 4 suggestions. Premièrement, on devrait offrir de nouveaux permis plus petits pour des petites productions parce qu'il vaut mieux avoir un grand nombre de petits producteurs qu'un petit nombre de très grands producteurs. C'est bon autant pour la qualité que pour éviter les maladies. Deuxième suggestion pour la ministre de la Santé, c'est qu'elle devrait réserver une partie importante, comme je le disais, des permis aux organismes sans but lucratif ou aux coopératives pour partager cet argent-là, que ce ne soit pas uniquement les entreprises privées qui fassent de l'argent avec ça. Troisième, c'est qu'il faut prioriser les entreprises qui ont de l'expertise, que ce soit les gens qui produisent des fleurs, des plants de toutes sortes. Il faut accorder une importance à ce critère-là parce que ces gens-là, ils sont déjà très compétents dans la fabrication ou la production de plants. Enfin, les permis devraient être établis sur une base régionale et même, je suggère à la ministre qu'elle devrait céder l'autorisation des permis aux provinces, devrait décentraliser ça. C'est que l'octroi des permis pourrait se faire par les provinces parce qu'on le sait, on dirait qu'au fédéral, c'est rendu trop gros, puis qu'au fédéral, on n'est plus capable d'arriver à un résultat là, qui est efficace. Ça coûte toujours plus cher que c'était supposé. C'est rendu un peu ingérable. On l'a vu entre autres avec le registre des armes à feu. Ça devait coûter quelques millions, puis on s'est ramassé avec 2 milliards. Là. On a passé tout droit complètement. Bon, on le voit maintenant, là, on achète un pipeline, un vieux pipeline qui est magané et qu'on va payer la peau et les os. Et en plus, le gouvernement fédéral n'a pas été capable encore de payer ses employés comme il faut. Moi, je pense que le gouvernement fédéral devrait dire, nous autres, là, on croit dans l'efficacité et pour ça, on va déléguer ça à chacune des provinces. Comme ça, l'efficacité devrait être meilleure. Un bon gouvernement, ce n'est pas celui qui ramasse le plus, ce n'est pas celui qui prend le plus de décisions, c'est celui qui s'arrange pour que ce soit les gens les mieux placés qui décident. Ça, c'est un bon gouvernement. Et je pense qu'en conclusion, si on faisait ça,
on aurait les conditions gagnantes pour une légalisation du cannabis réussie. On parle maintenant de la municipalité de Nicolet, qui est devenue la 3e municipalité bleue au Québec, et également de Rivière-du-Loup, qui en est la 4e au Québec. Le 12 février dernier, la municipalité de Nicolet a annoncé qu'elle devenait la 3e municipalité bleue au Québec, après Amqui et Danville. Et une semaine plus tard, c'était la municipalité de Rivière-du-Loup qui annonçait qu'elle aussi devenait membre de l'organisation Communauté bleue. Elle devient la 4e au Québec. Il faut se rappeler qu'un peu partout dans le monde, il y a des grandes villes qui ont décidé d'embarquer dans ce projet-là de Communauté bleue. Il y a entre autres Berlin, Paris, Vancouver qui sont dans cette organisation-là. Qu'est-ce que ça comprend? Ça veut dire quoi, ça, une communauté bleue? Bien, une communauté bleue, c'est une municipalité qui s'engage à promouvoir le droit humain à l'eau et aux services d'assainissement, de promouvoir aussi les services d'eau potable et d'eau usée financés, détenus et exploités par le secteur public, et également d'interdire la vente de bouteilles d'eau dans les édifices publics et lors de grands événements. Il faut se rappeler tout d'abord que les municipalités, la plupart du temps, très souvent, ont une excellente qualité d'eau, que cette eau-là coûte beaucoup moins cher que l'eau en bouteille. On a calculé qu'en comparaison, si vous prenez un verre d'eau à même l'aqueduc municipal, ça coûte 1500 fois moins cher que l'eau d'une bouteille. Et en plus, quand on pense aux millions, sinon aux milliards de bouteilles d'eau qui sont jetées chaque année, qui s'en vont se répandre un peu partout, soit dans la nature, soit dans l'océan, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Ça n'a aucune allure qu'on continue cette espèce de gaspillage-là éhonté. Ce que je souhaite par rapport à ça, c'est qu'il y ait de plus en plus de municipalités qui adhèrent rapidement à cette idée-là de communauté bleue. J'espère que le Québec va devenir un leader dans les communautés bleues. Ça fait longtemps qu'on aurait dû faire ça, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la dernière saison d'Option Région. Et il n'y aura pas d'entrevue. Je vais en profiter pour vous livrer quelques réflexions personnelles sur différents sujets. Et je vous dis, ne manquez pas la dernière émission d'Option Région.